Contrairement au cinéma, par exemple, où le Centre national de la cinématographie soumet des enquêtes, des chiffres, des bilans, pour les pornographes, c'est-à-dire les réalisateurs de la pornographie, on n'a pas de nombre, on n'a pas d'activité précise, on n'a pas de budget des films, on ne sait pas grand-chose. Et c'est cette faible connaissance qui va susciter des soupçons et des idées reçues, que ce soit sur le profit des pornographes, sur le lien avec la mafia, les sévices subis par les actrices. C'est aussi inconnu dans la réception du contenu, puisqu'en effet, c'est une pratique qui est individuelle, dans l'intimité et l'anonymat. Mais pourtant, c'est bien une réalité qui est collective et culturelle, propre aux sociétés modernes occidentales. Déjà, j'aimerais commencer par définir ce qu'est la pornographie. Donc, on pourrait le considérer comme une représentation explicite d'actes sexuels ayant pour but de susciter l'excitation sexuelle. Cela se concrétise par 3 formes principales. Donc, on aurait d'abord le texte, donc texte érotique, pornographique, des images fixes et des images animées. Mais il y a aussi de nouveaux formats qui émergent, comme par exemple les audios. Mais ici, donc, je vais me concentrer principalement sur sa 3e forme, c'est-à-dire les vidéos. Déjà, il faudrait constater que le caractère outrageant de la pornographie, il apparaît dès la naissance en fait de vidéos et des images animées. Ce caractère outrageant, il va aussi être énormément. Il va y avoir beaucoup de conflits en fait entre les féministes, notamment dans les années 80 avec ce qu'on appelle la guerre du porno. Puisque dans les années 80, donc beaucoup de manifestations anti-porno émergent, notamment à New York, où on considère que le porno, ça prônerait la haine des femmes et ça familiariserait les hommes au viol. Pour les pro-sex, c'est-à-dire ceux qui vont défendre le contraire, ça va être une riposte qui va être menée par des américaines universitaires et des femmes surtout, comme par exemple Linda Williams dans son ouvrage Hardcore Power, Pleasure and the Frenzy of Visible, publié en 1989. Et donc va être mis en place un nouveau domaine de recherche qui s'appelle les porn studies. Le projet en fait d'analyser objectivement en tentant de comprendre et de surtout suspendre ses propres croyances, que Durkheim appelle les prénotions, afin d'éviter ce qui va déclencher, de comprendre ce qui va déclencher cette excitation. Il ne faut donc pas juger ceux qui ont cette excitation, puisque en fait on est tous humains, quoi. J'aimerais utiliser par exemple la citation de Virginie Despentes dans son ouvrage King Kong Theory. Ce qui nous excite ou pas provient de zones incontrôlées, obscures et rarement en accord avec ce qu'on désire être consciemment. Donc ici on ne va pas chercher à juger, mais simplement à étudier la pornographie et à voir comment elle est intégrée dans le champ disciplinaire des sciences sociales, et ce qui en fait aussi un sujet qui devient légitime. En l'étudiant, les porn studies détruisent en partie ce qui caractérisait la pornographie, à savoir une pratique individuelle et aussi une pratique honteuse. Donc je vais chercher à montrer de quelle manière la pornographie, compris comme fait social inséré dans une culture de masse, peut à la fois servir de miroir révélateur de notre société capitaliste et hétérocentrée, mais peut aussi, et paradoxalement, devenir un lieu d'émancipation sexuelle pour les femmes. Je vais d'abord m'intéresser aux logiques économiques et relationnelles de la pornographie, entendues comme un secteur professionnel, puis ensuite m'intéresser aux enjeux que suscite la pornographie, et notamment sur le contrôle des corps et des désirs, qui va essayer de tendre à rapprocher la pornographie de la réalité, pour ensuite terminer sur la nécessité donc de diversifier le contenu pornographique. Et je vais essayer de vous faire une proposition notamment de la pornographie éthique. Donc tout d'abord, j'aimerais vous présenter le secteur de la pornographie, et il faut faire le constat que c'est un secteur qui est capitaliste et hétéronormé pour une grande part. L'industrie du X est donc apparue il y a à peu près 50 ans, et les hommes étaient en fait les bénéficiaires à la fois du profit accumulé par les films, mais aussi dans le contenu qui est proposé. Virginie Despentes parle par exemple ou dit dans son ouvrage « Les hommes seuls imaginent le porno, le mettent en scène, le regardent, en tirent profit, et le désir féminin est soumis à la même distorsion, il doit passer par le regard masculin ». On va commencer par voir que la pornographie a un lien direct avec le capitalisme qui profite aux hommes. Elle permet donc de saisir l'évolution contemporaine du capitalisme et ses articulations avec les rapports de genre et de sexualité.
Le sociologue, notamment Mathieu Trackman, dans son ouvrage Le travail pornographique, enquête sur la production de fantasmes, publié en 2013, précise que la pornographie n'est pas un secteur professionnel plus exceptionnel que les autres, puisque les rapports de genre sont les mêmes que ceux qui caractérisent le travail et l'emploi des femmes. En effet, par exemple, la répartition des profits du travail repose sur ce que Françoise Héritier appelle une valence différentielle des sexes. Les femmes gagnent moins que les hommes, qu'ils soient acteurs ou pornographes. Et l'une des raisons aussi, c'est parce qu'elles ont des carrières plus courtes, puisque leur corps précieux, en fait, est très rapidement laissé de côté au profit des actrices plus jeunes. À l'inverse, les pornographes, eux, ont une position assez singulière, puisqu'ils servent d'intermédiaires entre les désirs des spectateurs et les représentations qu'ils revendiquent et qu'ils projettent sur le corps des femmes. Ils sont donc un peu comme une sorte de figure d'un capitalisme fantasmatique qui va convertir les fantasmes en marché et créer des sources de profit en investissant les fantasmes. Du fait que la pornographie n'est pas protégée par l'État, cela va faire émerger forcément des sites de piratage, donc des sites qui n'ont pas les droits d'auteur. Et donc Ovidie, doctoresse en lettres et ancienne actrice pornographique, dans son documentaire Pornocratie, les multinationales du sexe, va dire qu'il y a même jusqu'à 95% de la consommation du porno qui repose sur des sites de piratage qui vont récupérer des films de producteurs sans droit et qui vont les rediffuser, que ce soit sur Pornhub, YouPorn ou d'autres sites plus connus mainstream. On fait donc face à deux pornos, entre guillemets, un porno qui repose sur le marché du travail avec une division sexuée du travail, et un autre porno qui serait donc inséré dans un circuit souterrain de piratage. Mais le corps des femmes, dans tout ça, où est-ce qu'on le place ? Est-ce que le corps des femmes, le corps des actrices, serait une marchandise ? Dans Ovidie, toujours dans un interview, considère que le terme de marchandisation, quand on parle des corps dans le porno, n'est pas bon puisqu'il repose sur un argument phallocrate, c'est-à-dire qu'on considère la femme comme inférieure. Il est fondé sur l'idée que l'acte sexuel serait un don de soi, un don de son corps. Or, être payé signifie que le corps n'est pas un don, mais c'est un outil de travail et non une marchandise. Mathieu Trackman, lui, trouve que le tournage est éclairant sur ce sujet puisqu'il ne s'agit pas du tout d'esclavage, mais bien d'un travail d'équipe pour produire des images et puis se lier aussi d'amitié ou même intimement avec des personnes, même si il est à remarquer, c'est important, que les attendus des qualifications que doivent avoir les actrices est lié au désir des consommateurs. Or, bien sûr, le désir des consommateurs, ce sont des hommes. Donc, ça implique un dressage des corps. On voit donc ici qu'il y a une relation de subordination entre les pornographes qui possèdent un capital, ce qu'on appelle un capital sexuel, c'est-à-dire la connaissance des fantasmes, notamment des spectateurs. Et par conséquent, les attentes du réalisateur sont constituées en fonction des critères du professionnalisme des actrices. En d'autres termes, il y a donc un contrat tacite dans lequel, notamment, la sodomie est un impératif. Les pornographes sont en effet les employeurs qui définissent les conditions d'emploi et donc on ne peut pas dissocier l'insertion des actrices X dans le marché du travail de la construction de ce marché par les pornographes et notamment le désir des hommes qui consomment ces films. Donc la maîtrise des conventions professionnelles est un enjeu de lutte et en ce sens l'acteur est à la fois un expert sexuel qui effectue un emploi régi par un contrat du travail, mais aussi celui qui plie son corps au script pornographique. Dans un second temps, j'aimerais donc comprendre d'où proviennent nos fantasmes. Est-ce qu'il y aurait un lien direct avec notre réalité et comment à partir de là les fantasmes sont mis en scène ? Donc, tout d'abord, j'aimerais me concentrer sur le lien entre la pornographie et le réel et comprendre d'où proviennent concrètement nos fantasmes. C'est pas une question facile à répondre, mais j'ai regardé un peu. Donc, en d'autres termes, est-ce que ce qui nous excite dans le porno a à voir avec notre réalité ou bien il s'agit plutôt d'un milieu autre, indépendant du monde qui nous entoure ? La première proposition est celle de Gayle Rubin, anthropologue féministe pro-sexe, qui va écrire un ouvrage qui s'appelle The Feminist Wars, a Retrospective, et qui va considérer qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre la pornographie et les comportements sexistes réels. Le type de violence dans la pornographie n'aurait rien à voir donc dans le monde réel et à celui de la pornographie, et pousserait même à marginaliser les autres secteurs pour le coup bien réels, tels que l'économie, la religion, la propriété privée,
qui eux sont réellement sexistes et prônent des comportements misogynes. Et puis en plus de cela, ça tend à victimiser les femmes qui ne seraient pas en mesure de se défendre. Finalement, le patriarcat serait présent dans la pornographie, certes, mais ne se résume pas à ce seul secteur et serait le miroir du fonctionnement des institutions. Cette position, on peut la considérer quand même comme assez radicale, de séparer complètement le réel de la pornographie. Et on pourrait avoir une autre position, c'est-à-dire considérer que nos désirs sont des constructions sociales qui dépendent d'un héritage culturel, qu'il soit colonial, patriarcal et raciste. C'est notamment la position de Florian Voros, qui, dans Désirer comme un homme, considère que la pornographie serait un miroir grossissant qui nous aiderait à réfléchir aux différentes formes de domination présentes dans la société. Il va notamment regarder le top 10 des recherches en France sur les sites pornographiques. En top 1, on a beurette, puis on a française, voyeur, salope, Jackie Michel, pute, marocaine, arabe et viol. Le porno, finalement, a le mérite de nous confronter à la dimension très vulgaire et trash du racisme et de la misogynie en France. Il faut remarquer quand même que le porno est un miroir de la société, mais il tend aussi à renforcer ces stéréotypes. D'où peut-être donc la nécessité ensuite de voir qu'il faudrait avoir une diversité. J'aimerais donc continuer sur la construction originelle de la pornographie comme assouvissement des fantasmes masculins et qui sont aussi hétéronormés. En fait, le lien entre la production pornographique est intrinsèquement lié avec la signification sexuée de la masturbation. Or, cette pratique est plus difficile à dire et moins légitime pour les femmes, ce qui contribue aussi à légitimer son caractère naturellement masculin. Et c'est un constat que fait Linda Williams dans son ouvrage, où elle va essayer de retracer les différentes étapes historiques. Et pour elle, le passage le plus important, c'est le passage de la softcore à la hardcore. La softcore, en fait, suggère le sexe sans le montrer directement, alors que le hardcore propose une exposition frontale et explicite des organes génitaux. Même si le hardcore, elle le considère quand même pas comme figé, mais elle dit que c'est hégémoniquement masculin, c'est-à-dire que le plaisir féminin est subordonné à la mise en scène du plaisir masculin. Elle va utiliser un concept, le money shot, qui pour elle décrit en fait un plan d'un film pornographique dans lequel on voit un acteur éjaculer en gros plan. Et donc pour elle, ce serait comme la preuve visuelle irréfutable de l'orgasme masculin qui sert de justification à toute la mise en scène du film. Donc le money shot, elle va essayer de le comparer à la fétichisation des marchandises, notamment développée par Marx dans Le Capital. Donc pour Marx, en fait, il existe deux valeurs dans une marchandise. La première se repose sur l'utilité et la qualité, donc ce qu'on appelle la valeur d'usage, mais reposerait aussi donc sur une seconde valeur, la valeur abstraite, celle qui nous intéresse, une valeur d'échange, ce qu'il appelle valeur d'échange, qui serait la quantité de travail abstrait, socialement nécessaire et matérialisé dans l'objet, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il va masquer les rapports de production. Et dans cette logique, l'éjaculation serait donc la preuve de valeur que ce plaisir sexuel se transforme en marchandise consommable, à la différence de l'orgasme féminin, qui lui ne se voit pas. Et donc elle va voir que c'est un standard qui semble définir ce qui est ou ce qui n'est pas de la pornographie et qui vise à mettre à l'écart les femmes dans la mise en scène de leurs propres fantasmes. Donc j'aimerais dans une dernière partie regarder aussi la diversité de la pornographie actuelle et montrer que heureusement ça ne reste pas figé comme je viens de le décrire, parce que ce serait un peu triste. Et donc voir que ça peut être aussi objet d'émancipation entrepris par des femmes. Déjà, considérer qu'il existe des réalisatrices pornographes, ça se voit en fait comme une sorte de résistance à la domination masculine. Linda Williams parle même de possibilité de représenter un désir à soi. Il faut donc, on va d'abord s'intéresser à la nécessité d'introduire de nouvelles représentations de plaisir, et c'est notamment Irigaray, linguiste et philosophe française, qui cherche à ouvrir un espace où la féminité peut se penser, mais surtout en dehors du modèle masculin dominant. Elle pointe un espace inconnu et donc effrayant pour les hommes, puisque, comme je l'avais dit juste avant, l'orgasme féminin ne se voit pas. Et donc, ce serait la peur qu'elle ne possède pas l'envie que l'homme suppose qu'elle a. La peur qu'elles aient des désirs différents de ceux que on attribue à ces femmes.
En ce sens, l'émergence de la catégorie squirt sur Pornhub, YouPorn, en fait, qui désigne l'éjaculation féminine, pourrait être considérée sous les termes du Money Shot de Linda Williams, pas forcément comme féministe. Puisqu'en effet, on pourrait prendre en compte ce plaisir féminin, certes, mais illustré à la manière de l'éjaculation masculine. C'est ce qu'on appellerait le male gaze, notamment développé par Laura Mulvey, réalisatrice britannique. C'est-à-dire que l'on regarde le plaisir féminin sous le prisme d'un regard masculin. Ici, le pornographe, on voit bien que c'est un homme qui a décidé de faire ça parce que l'éjaculation féminine, c'est pas ce qu'on les femmes le savent, mais c'est pas quelque chose qu'on arrive à faire facilement. C'est rare, ça reste rare. D'où la nécessité que les femmes prennent part à la création de la production pornographique pour diversifier les représentations sexuelles et les fantasmes. Et donc dans cette dernière partie, j'aimerais vous présenter parmi d'autres, parce qu'il en existe beaucoup des différentes pornographies, mais imaginez un post-porn au-delà de la pornographie mainstream et proposer la pornographie éthique. Déjà, on peut voir qu'il existe de nombreux sites tels que Four Chambers, Oil Production, Eve X, Make Love Not Porn, qui sont des sites donc de pornographie éthique. Mais déjà, qu'est-ce que c'est que la pornographie éthique ? En fait, ça repose surtout sur le respect des conditions de travail des acteurs, que ce soit dans la signature des contrats, dans les tournages, les productions, les diffusions, la commercialisation. Il faut aussi faire attention aux préjugés. Est-ce que le porno éthique, c'est le porno tendre, sans rapport de domination ? En fait, si on considère ça, on considère déjà on repose sur des attendus sexistes, c'est-à-dire de considérer la femme qui aurait besoin que de tendresse et qui n'aimerait pas des rapports de domination, ou même l'homme, etc. Or, ce n'est pas une réalité. La domination existe dans tous les cas, mais il faut qu'elle soit diversifiée. Donc l'objectif n'est pas forcément d'aller à l'encontre de la norme, mais de proposer une diversité dans le contenu. Olympe Bouget, qui est réalisatrice française, l'une des plus connues de la pornographie éthique, va proposer donc que pour protéger les acteurs qu'ils vont embaucher, ils vont donc introduire une coordinatrice d'intimité dans les tournages qui va veiller au confort des acteurs, mais aussi elle va être présente donc dès la présentation des scripts pornographiques par le pornographe. Le problème étant qu'aujourd'hui, il y a une limite à sa démocratisation puisque ces sites sont payants, comme il n'y a pas de subvention par l'État, et puis aussi que le respect des conditions de travail ont un coût, et donc il faut aussi rémunérer ces personnes. Il y a autrement une autre proposition faite par certaines féministes qui considèrent que si l'audiovisuel à l'échelle étatique s'acquittait de sa fonction d'éducation, il produirait lui-même de la pornographie, et alors là on serait libéré des contraintes du marché et on pourrait diffuser des documentaires indépendants à contenu pornographique. Finalement, pour conclure, j'aimerais partir de là où on est parti, c'est-à-dire les pro-sex qui avaient pour priorité de combattre l'hétérosexisme. À l'origine, donc elle voulait réduire l'hétérosexisme qui à l'origine réduisait donc la sexualité dans le contexte du mariage et de la procréation. Et donc elle voulait lutter pour la multiplicité des sexualités et œuvrer pour une vraie liberté sexuelle. Et donc aujourd'hui, on pourrait considérer que la pornographie serait un outil d'émancipation sexuelle à la condition qu'il soit encadré par le marché du travail et aussi encadré par l'État. C'est notamment une loi très récente en 2025 qui donc permet d'avoir un contrôle par double identification et qui sera mis en place donc cette année sur les sites pornographiques mainstream pour limiter l'accès aux mineurs. Donc le principe étant que ils n'auront pas accès à nos données, mais il y aura donc un contrôle sur ces accès-là. Donc c'était pas mon propos, mais ça peut être toujours utile de le savoir comme c'est récent. Et puis, donc, le porno devrait avoir pour objectif de diversifier les formes de représentation des fantasmes et des plaisirs. Il faut aussi remarquer que si le porno éthique propose un contenu alternatif, il n'est pas forcément à opposer avec la pornographie mainstream. Considérer que cette pornographie mainstream serait la bête noire qu'il faudrait éradiquer, c'est pas vrai. Et puis d'ailleurs, YouPorn propose déjà des pornos éthiques gratuits. Notamment grâce au rendement d'échelle du succès de certains films, notamment ceux proposés par Erika Lust, qui est l'une des plus connues.
Et donc en fait, on voit qu'il y a une frontière assez fine entre la pornographie mainstream et la pornographie éthique, et que on pourrait tendre vers quelque chose de plus diverse. Et j'aimerais terminer par une citation de Virginie Despentes dans son ouvrage King Kong Theory. La pornographie est comme un miroir dans lequel nous pouvons nous regarder. Quelquefois, ce que nous y trouvons n'est pas très joli à voir et peut nous mettre très mal à l'aise. Mais quelle merveilleuse occasion de se connaître, d'approcher la vérité et d'apprendre. La réponse au mauvais porno n'est pas d'interdire le porno, mais de faire de meilleurs pornos. Merci.